Dans les étages les plus hauts de la tour Duvalier, dominant les toits de Paris, Émile Duvalier règne sur un empire bâti dans le silence. À 40 ans, il est à la tête de Duvalier & Co, un conglomérat aux multiples ramifications, influent dans les secteurs de la finance, du luxe et de la technologie. Mais au-delà des articles dans les journaux économiques, des trophées dans les vitrines et des chiffres impressionnants qui remplissent les rapports annuels, Émile reste une énigme. Il ne donne presque jamais d'interview. Il refuse les dîners mondains. Il ne s'affiche avec personne. Dans les couloirs de l'entreprise, on le salue avec respect, mais toujours à distance. Clara Moreau ne travaille pas dans cette tour. Elle n'a jamais mis les pieds dans les bureaux de l'entreprise. Son monde est bien plus modeste. Elle vit dans un petit appartement à Saint-Ouen avec sa grand-mère malade, qu'elle soigne avec tendresse depuis des années. À 25 ans, elle cumule les journées longues et les trajets en métro sans jamais se plaindre. Depuis 3 ans, elle est employée de maison chez Émile. 3 fois par semaine, elle nettoie, range, cuisine parfois, en silence. Elle le croise rarement, mais chaque rencontre est marquante. Émile n'est pas un patron bavard. Pourtant, avec elle, il a toujours été respectueux. Pas de ton autoritaire, pas de regard hautain. Juste cette politesse presque rigide, comme s'il voulait à tout prix ne jamais franchir une ligne invisible. Clara a souvent eu l'impression qu'il l'observait sans vraiment la regarder, qu'il la remerciait avec une sincérité rare pour un homme de son statut. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle n'était après tout qu'une employée discrète, invisible aux yeux des autres. Et puis, un mardi matin, tout a changé. Clara venait d'arriver, enroulée dans son manteau trop léger pour l'hiver. Elle déposa son sac, mit de l'eau à chauffer pour le café et s'apprêtait à changer les draps de la chambre d'amis comme chaque semaine. Émile sortit de son bureau. Il portait un costume gris clair, sans cravate et une montre discrète. Son visage ne trahissait aucune émotion. « Clara, dit-il avec calme, j'aimerais que vous m'accompagniez samedi soir à une réception. » Elle leva les yeux, surprise. Il poursuivit, comme s'il venait de demander du sucre pour son café. « C'est un gala de bienfaisance. Tenue de soirée exigée. Je vous enverrai les détails. Si vous acceptez, bien sûr. » Clara resta figée. Il ne plaisantait pas. Son ton était neutre, mais ses yeux attendaient une réponse. « Moi ? À une réception ? » ?»« Oui, vous. » Elle balbutia quelque chose d'incompréhensible, puis hocha légèrement la tête, sans savoir si elle acceptait ou si elle cherchait une échappatoire. Émile inclina légèrement la tête et retourna dans son bureau, comme si cette conversation n'avait rien d'inhabituel. Mais pour Clara, tout venait de basculer. Ce soir-là, elle prit le métro comme toujours. Le même wagon, les mêmes visages fatigués. Mais quelque chose avait changé. Les mots d'Émile résonnèrent dans sa tête, tournant en boucle. « J'aimerais que vous m'accompagniez. » Pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? Était-ce un test, une blague étrange, un piège élégant ? Chez elle, sa grand-mère la trouva silencieuse. Clara mit longtemps à raconter ce qui s'était passé. Lorsqu'elle le fit, sa voix tremblait. « Tu crois qu'il est sérieux ?» demanda-t-elle, les mains crispées sur sa tasse de thé. « Un homme comme lui ne fait rien à la légère, » répondit sa grand-mère. « Il a ses raisons, mais ce n'est pas à toi de douter de toi. C'est à lui d'expliquer pourquoi il t'a choisi. » Clara passa la nuit à réfléchir, à imaginer des scénarios, à chercher des raisons. Le lendemain, dans le silence de l'appartement Duvalier, elle nettoya comme d'habitude. Rien n'avait changé, en apparence. Mais au fond d'elle, quelque chose était en train de naître. Une curiosité, une peur aussi. Et cette question qui la hantait, qu'allait-elle découvrir samedi soir dans ce monde où elle n'avait jamais mis les pieds? Le jeudi matin, les premiers rayons du soleil glissaient sur les vitres immenses du siège de Duvalier & Co, faisant briller les bureaux comme un écrin de verre suspendu dans les hauteurs du 16e arrondissement. L'ambiance y était d'habitude sérieuse, méthodique, presque chirurgicale. Les employés circulaient avec des dossiers à la main, les regards rivés à leurs écrans ou à leurs montres, chaque geste mesuré, chaque mot pesé. Mais ce jour-là, quelque chose flottait dans l'air. Un murmure inhabituel, une tension contenue. Les rumeurs avaient commencé tôt, comme un courant électrique difficile à contenir. « Tu l'as entendu, toi aussi ? Ce n'est pas possible. C'est une blague, non ? Il va vraiment y aller avec elle ?» Dans l'espace café du 8e étage, 3 assistants marketing étouffaient des rires en regardant leur téléphone.
Une des femmes montrait un message reçu via un groupe interne de discussion informelle. Le message court mais explosif disait « Émile Duvalier sera accompagné par la femme de ménage au gala ». Aucune signature, mais tout le monde soupçonnait la même personne. Léa Garnier, la secrétaire personnelle du PDG, s'était enfermée dans son bureau avec son smartphone à la main, pianotant frénétiquement. Elle avait été la première à entendre l'information directement de la bouche du maître d'hôtel chargé de la logistique de la soirée. D'abord incrédule, elle avait vite senti le potentiel de l'affaire. Pour elle, c'était absurde, inacceptable, risible. Émile, l'homme le plus discret de tout Paris, allait se présenter à l'événement le plus attendu de l'année avec Clara, une employée sans éducation mondaine, sans réputation, sans passé connu. Elle n'avait même pas de compte LinkedIn. C'est une expérience sociale, c'est ça? Avait lancé Vincent Roux en apprenant la nouvelle au déjeuner privé qu'il partageait chaque jeudi avec Léa. Vincent, associé historique de Duvalier, était aussi l'un de ses rares amis visibles. Il avait cette élégance carnassière, toujours habillé avec goût, toujours accompagné de sarcasme. Il aimait la provocation, mais dans les limites imposées par son milieu. Pour lui, l'idée d'emmener une femme de ménage à une réception où seraient présents ministres, artistes industriels et donateurs de renom n'était pas audacieuse, mais dangereusement ridicule. Peut-être qu'il veut tester les limites de notre tolérance, ou alors il en a assez de jouer les fantômes et veut qu'on parle de lui autrement. Ou alors, il perd pied, répondit Léa d'un ton sec. Depuis qu'il a refusé l'invitation de la Fondation Delorme, il agit de façon étrange. Il devient instable. Vincent plissa les yeux, pensif. Il connaissait Émile depuis l'université, un homme de contrôle, de silence, de réflexion en arrière-plan. Jamais impulsif. S'il avait pris une décision pareille, ce n'était pas par hasard. Mais même lui, dans le fond, ne comprenait pas ce qui pouvait bien motiver un tel choix. Ce n'était pas seulement audacieux, c'était presque suicidaire sur le plan de l'image. « Il va ruiner sa réputation », dit Léa en buvant une gorgée de café glacé. « Tu verras. Et elle, la pauvre, elle va se faire broyer. » Mais Émile, de son côté, ne semblait affecté ni par les rumeurs, ni par les rires étouffés qui se multipliaient dès qu'il passait dans un couloir. Il restait fidèle à lui-même, calme, impénétrable, concentré sur les dossiers. Il n'avait évoqué ni le gala ni Clara devant ses collaborateurs. À aucun moment, il n'avait justifié son choix. Et c'était précisément ce silence qui amplifiait le scandale intérieur. Ce que les gens ne comprenaient pas, ils l'imaginaient. Ce qu'ils n'osaient pas dire en face, ils le murmuraient dans les ascenseurs, dans les couloirs, dans les messages cryptés. On cherchait des raisons, on spéculait. Certains disaient qu'ils la connaissaient d'avant, d'autres qu'ils voulaient dénoncer quelque chose. Quelques-uns, plus cyniques, pensaient qu'il s'agissait d'une forme d'humiliation déguisée. Pendant ce temps, Clara vivait ses journées avec une nervosité nouvelle, comme si elle marchait sur une corde invisible, tendue entre deux mondes. Elle n'avait encore donné aucune réponse définitive. Émile n'avait pas insisté, mais depuis ce mardi matin, elle sentait que tout l'observait différemment. Dans son quartier, chez l'épicier, au marché, rien n'avait changé. Mais dans sa tête, tout devenait plus flou. Elle avait l'impression de vivre dans un rêve étrange, où le sol pouvait céder à tout instant. Ce soir-là, alors que le ciel virait au violet au-dessus des toits de tôle de Saint-Ouen, un camion noir s'arrêta devant son immeuble. 2 hommes en uniforme descendirent et montèrent jusqu'à son étage. Sa grand-mère ouvrit pendant que Clara terminait de ranger la vaisselle. Ils ne dirent presque rien, si ce n'est que c'était une livraison urgente pour mademoiselle Clara Moreau. Ils déposèrent une grande boîte rectangulaire, entourée de rubans crème, scellée par un cachet de cire portant l'inscription « Maison Joubert ». Clara s'approcha lentement, les mains tremblantes. Elle n'avait jamais rien reçu de semblable. Sa grand-mère, les yeux brillants, observait sans dire un mot. Il n'y avait aucune carte, aucun mot. Juste ce coffret parfaitement fermé, posé comme un mystère au milieu de leur modeste salon. « C'est pour samedi ?» demanda la vieille femme presque en chuchotant. Clara hocha la tête. Elle comprenait maintenant. Il ne s'agissait plus d'une hypothèse. Il l'avait choisie, réellement. Et il s'assurait qu'elle ait tout ce qu'il fallait pour être prête. Ce n'était pas un jeu, pas une expérience, pas un test. C'était une décision. Elle posa la main sur le ruban, mais ne l'ouvrit pas encore. Elle avait besoin de respirer, de réfléchir,
d'accepter l'idée que ce monde, même pour une nuit, l'invitait à entrer. Mais ailleurs, très loin des silences respectueux d'Émile ou de l'émotion de Clara, les messages continuaient de circuler. Les captures d'écran, les commentaires moqueurs, les ricanements bien habillés. Léa, surtout, n'en démordait pas. Elle préparait déjà son propre plan. Pour elle, une chose était sûre. Samedi soir, Clara ne serait pas applaudie. Elle serait démasquée. Et ce gala, censé la faire briller, deviendrait la preuve qu'elle n'avait jamais eu sa place parmi eux. Clara fixa la boîte durant plusieurs minutes, comme si elle contenait une décision plus grande que tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Le carton épais, lisse, sans une imperfection, semblait presque déplacé sur la petite table en bois usée de leur salon. Sa grand-mère s'était assise doucement sur le canapé, les mains croisées sur les genoux, observant sa petite fille avec une tendresse discrète. Il n'y avait pas de musique, pas de télévision allumée, rien d'autre que le silence habité de deux femmes conscientes qu'un moment irréversible était sur le point de commencer. Clara défit lentement le ruban. Il glissa sans bruit, comme s'il craignait de troubler l'atmosphère. Elle souleva le couvercle et le parfum d'un tissu neuf de qualité emplit aussitôt la pièce. Une robe, soigneusement pliée, reposait sur un papier de soie ivoire. Elle était d'un bleu profond, presque nuit, avec un tombé fluide et une coupe qui évoquait une élégance intemporelle. Pas d'extravagance, pas de brillance criarde. Une création d'une sobriété assumée, mais d'une précision millimétrée. La signature de la maison Joubert apparaissait sur l'étiquette cousue à la main. Clara toucha le tissu du bout des doigts. Elle n'avait jamais rien porté d'aussi doux, d'aussi léger. Pourtant, un frisson d'inconfort parcourut son dos. Elle se voyait déjà dans cette robe, dans un lieu où elle ne connaissait personne, observée, jugée, entourée de conversations dont elle ne comprendrait pas les codes. Son premier réflexe fut de refermer la boîte. Ce n'était pas sa place. Cette robe, aussi belle soit-elle, ne lui appartenait pas. Elle appartenait à un monde qu'elle nettoyait, pas à celui où elle vivait. « Tu vas l'essayer » demanda sa grand-mère. Clara se leva, prit la robe et alla dans la petite chambre. Elle l'enfila avec soin, puis se plaça devant le miroir de la penderie. L'image qui lui renvoya son reflet ne la fit pas sourire. Elle se tenait droite, le tissu parfaitement ajusté à sa silhouette fine, les épaules dégagées, les bras nus. Mais au lieu de s'y sentir transformée, elle se sentit déguisée, comme si elle portait un rôle, pas un vêtement. Sa grand-mère entra sans prévenir, la regarda de haut en bas, puis s'assit sur le lit. « Tu sais ce que je vois » demanda-t-elle d'un ton doux. Clara hocha la tête sans répondre. « Je vois la même fille qui m'a porté à bout de bras pendant mes traitements, la même qui travaille depuis l'âge de 16 ans, celle qui ne demande jamais rien. Tu crois que tu n'es pas à ta place dans cette robe, mais tu l'es plus que quiconque. Ils t'ont juste appris à croire le contraire. » Clara sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas la robe qui posait problème, c'était ce que cette robe disait, que peut-être elle avait le droit d'être vue autrement. Qu'elle n'était pas seulement la fille invisible du ménage, mais une femme capable de se tenir debout, même au milieu d'un monde construit pour l'ignorer. Elle retourna dans le salon, rangea la robe avec précaution et décida d'y aller. Elle n'avait pas encore trouvé le courage de prévenir Émile, mais dans son cœur, la décision était prise. À une condition, elle voulait financer elle-même sa coiffure et son maquillage. Même si cette soirée ne devait durer qu'une nuit, elle voulait en être responsable. Elle refusa poliment l'enveloppe que le chauffeur d'Émile lui apporta le lendemain, contenant un bon pour un salon de luxe. Elle appela son ancienne camarade d'école, Lila, devenue apprentie coiffeuse dans un petit institut du 18e arrondissement. « Je peux t'arranger ça pour presque rien », dit Lila en riant. « Mais je veux une photo après. » « Et pas floue ?» Clara sourit. Ce détail lui appartenait. C'était son choix, son ancrage. Elle avait besoin de sentir qu'elle contrôlait quelque chose. Mais pendant qu'elle préparait en silence les détails de sa métamorphose, ailleurs, une toute autre dynamique se mettait en place. Dans un café discret près de la place Vendôme, Léa retrouvait Vincent, les lunettes de soleil encore sur le nez malgré l'heure avancée de l'après-midi. Ils s'étaient déjà parlé au bureau, mais cette rencontre-là n'était pas professionnelle. C'était une réunion stratégique. « Tu es sûr que ce n'est pas risqué ?» demanda Vincent, les bras croisés. « Risqué ? Ce qui est risqué, c'est de laisser passer cette occasion sans rien faire. » Elle sortit de son sac une feuille pliée en 4. C'était une liste de noms, d'invités, de journalistes présents au gala.
Elle avait surligné certains en jaune. « Je connais bien l'assistante du maître de cérémonie. Je peux glisser une intervention au programme sans que ça paraisse étrange. Rien d'agressif, juste. Une petite surprise. » Vincent regarda la feuille sans la toucher. « Et si elle s'en sortait bien, tu l'as vu, elle n'a pas l'air idiote. Justement, il faut la faire sortir de son cadre, l'obliger à parler, à improviser. Les mots la trahiront. » Vincent se tut un instant, pensif. « Tu fais ça pour lui prouver quoi, Léa? Que tu mérites d'être à sa place? Ou que personne ne peut l'être ?» Elle le regarda droit dans les yeux. « Je fais ça parce qu'on ne peut pas laisser passer un message aussi dangereux. Si une fille comme elle peut monter si haut, alors plus rien ne tient debout. L'ordre s'effondre. Et moi, j'ai travaillé trop dur pour vivre dans un monde où tout devient possible pour n'importe qui. » Vincent ne répondit rien. Il se leva, attrapa son manteau et lui lança avant de partir. « Alors j'espère, pour toi, qu'elle échouera. » Ce soir-là, Clara alla se coucher plus tôt que d'habitude. Elle avait rendez-vous au salon le lendemain pour faire son essai coiffure et elle voulait arriver reposée. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que son nom circulait déjà dans des groupes privés d'invités, que des visages curieux avaient été associés à son profil en ligne, et qu'une poignée de personnes s'organisaient discrètement pour faire de sa présence au gala une épreuve plus qu'un honneur. La robe l'attendait dans son armoire, pliée avec soin, belle, silencieuse. Et pendant qu'elle dormait ailleurs, des intentions contraires se préparaient à s'affronter. Le samedi soir tomba sur Paris avec une élégance presque ironique. Le ciel d'hiver était dégagé, les rues pleines de lumière et d'agitation. Sur l'avenue Montaigne, des voitures de luxe se succédaient devant l'entrée de l'hôtel de la Croix, un palace privé rarement utilisé pour des événements publics. C'était là que se tenait le gala annuel de la Fondation Horizon, une soirée qui réunissait chaque année les figures les plus influentes de la capitale. L'élite économique, politique et artistique s'y croisait dans une mise en scène millimétrée. Chaque détail, chaque nom sur la liste d'invités, chaque flash des photographes à l'entrée avait été soigneusement orchestré. Clara descendit du taxi quelques mètres plus loin, refusant que le chauffeur l'arrête devant les photographes. Elle portait la robe bleu nuit avec discrétion, son manteau fermé jusqu'au cou. Sa coiffure relevait son visage et laissait entrevoir la finesse de ses traits. Le maquillage, réalisé par Lila, était simple, mais impeccable. Elle avait réussi à ressembler à elle-même, sans artifice. Pourtant, son cœur battait avec violence. En avançant vers l'entrée, elle sentait le poids d'une centaine de regards qui n'étaient pas encore là, mais qu'elle savait imminents. Le tapis rouge tendu sur les marches accueillait déjà les premiers invités. Des flashs crépitaient à chaque arrivée. Les journalistes spécialisés, installés derrière les barrières, murmuraient les noms des invités comme une litanie familière. Rien ce soir-là ne devait dérailler. Mais quand Clara se présenta enfin dans le champ de vision des photographes, vêtue d'une robe signée mais sans visage connu, personne ne réagit. Les appareils restèrent silencieux. Elle n'était pas identifiée. Elle n'était personne, jusqu'à ce qu'il apparaisse. Émile Duvalier descendit de sa voiture noire, sans escorte, dans un costume anthracite aux lignes sobres. Sa silhouette imposa le silence. Les appareils s'activèrent instantanément. Tous savaient que le fondateur de Duvalier & Co apparaissait rarement en public, encore moins lors d'événements de ce type. Mais ce qui fit basculer l'ambiance, ce ne fut pas sa présence. Ce fut le moment précis où il s'avança vers Clara et, sans hésitation, lui tendit le bras avec une fluidité naturelle, comme s'ils avaient fait cela toute leur vie. « Bonsoir, Clara. Vous êtes magnifique. » Elle leva les yeux vers lui, déstabilisée par le calme qu'il dégageait. Il ne souriait pas, mais son regard ne fuyait pas. Il la traitait comme une invitée d'honneur. Devant tous, il lui offrit le bras. Et alors que les premières têtes se tournaient avec perplexité, qu'un murmure naissait dans les rangs des journalistes, Émile entra avec elle dans le hall illuminé de dorures et de marbre, sans jamais lâcher son bras. Dès le seuil franchi, l'ambiance changea. L'air se fit plus dense. Les regards devinrent coupants. Les conversations cessèrent à leur passage. Loin du tumulte des rues, la salle de réception brillait sous des lustres imposants, remplis de robes longues, de smoking, de flûtes de champagne levées à mi-hauteur. Les visages se retournaient un à un vers eux, oscillant entre surprise, incompréhension et froide hostilité. Clara se sentait observée comme un objet d'exposition rare, mais mal placé. Léa Garnier, postée non loin du bar central, les vit arriver.
Elle sia comme si elle n'avait pas cru jusqu'au dernier moment qu'Émile oserait aller jusqu'au bout. Elle serra les dents. Clara était plus élégante qu'elle ne l'aurait cru. Trop même. Sa robe n'avait rien d'ostentatoire, mais sa coupe, ses mouvements, la façon dont elle tombait sur son corps fin trahissait le travail de maître derrière sa conception. Léa tenta un sourire en coin, froid, mais son regard ne put dissimuler le choc. Vincent, accoudé à une colonne, observait la scène avec son éternel air amusé. Il leva légèrement son verre en direction d'Émile lorsqu'il croisa son regard, un geste ironique qui disait tout sans rien dire. Il ne comprenait toujours pas la motivation réelle de son ami, mais ce qu'il savait, c'est que le choix de l'accompagnante avait déjà retourné la soirée. Tout le monde en parlait. Les spéculations allaient bon train. Était-elle sa compagne cachée? Une protégée? Une provocation? Émile resta impassible. Il avança avec Clara au milieu de la salle comme s'il l'avait toujours fait. Ils s'arrêtèrent devant l'hôtesse de la fondation qui s'empressa de les saluer, visiblement prise au dépourvu, mais trop bien élevée pour montrer son trouble. Clara, de son côté, resta droite, silencieuse, les mains légèrement crispées contre sa pochette. Elle ne connaissait personne. Les visages se fondaient dans une fresque glaciale. Pourtant, elle marchait, elle souriait poliment, elle tenait bon. Quelques minutes plus tard, ils furent invités à se mêler aux convives. Émile échangea quelques paroles avec des partenaires d'affaires, sans jamais s'éloigner d'elle. Il la présenta simplement comme Clara Moreau, sans précision. Ce flou volontaire alimenta encore plus la curiosité. Une femme s'approcha même, visiblement habituée à ces cercles, et demanda à Clara avec une bienveillance condescendante. « Et vous, vous êtes dans quel domaine ?» Clara répondit d'un ton posé « Je m'occupe des gens ». Ce fut suffisant pour désarçonner l'interlocutrice, qui s'éloigna avec un sourire figé. D'autres vinrent, plus directs, plus subtils, mais tous guidés par le même besoin, comprendre pourquoi cet inconnu avait été choisi pour être à la droite de l'homme le plus inaccessible de la soirée. Mais le pire moment arriva lorsqu'elle tenta de s'éclipser quelques secondes pour aller chercher un verre d'eau. Émile discutait avec 2 membres du comité de la fondation. Elle ne voulait pas interrompre. En marchant vers le buffet, elle entendit 2 femmes derrière elle, l'une chuchotant à l'autre. « Tu la vois, là? La fille en bleu. »« Oui, je l'ai vue. Elle va ruiner sa réputation, c'est sûr. » Clara ne se retourna pas. Elle ne montra rien. Mais ses mots s'enfoncèrent comme une lame. Tout son corps se tendit. Elle serra la mâchoire, inspira profondément, puis reprit sa marche, le pas un peu plus lent. Elle savait que cette soirée n'était pas un conte de fées. Elle savait que ce monde-là ne lui ferait aucun cadeau. Elle rejoignit Émile, qui interrompit sa conversation pour la regarder. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, sans répondre. Il l'observa un instant, devinant, sans questionner. Puis, d'un ton neutre, annonça « Le discours d'ouverture va bientôt commencer. Après, il y aura un moment pour les remerciements. » Le maître de cérémonie a prévu un geste d'hommage aux invités clés de cette année. Clara acquiesça, sans comprendre immédiatement ce que cela impliquait. Mais à quelques mètres de là, Léa souriait. Elle savait ce qui allait arriver. Lorsque les premières notes du quatuor à cordes retentirent dans la grande salle du palace, un calme calculé s'installa parmi les invités. Les conversations se réduisirent à des murmures, les verres se reposèrent discrètement sur les plateaux argentés et les regards se tournèrent vers l'estrade d'honneur. Le maître de cérémonie, vêtu d'un smoking noir parfaitement ajusté, monta sur la scène, micro à la main. L'événement, bien qu'empreint d'apparente légèreté, suivait une mise en scène rigide. Après les remerciements aux donateurs, viendrent les discours, puis les présentations des projets soutenus par la Fondation. Et enfin, la soirée mondaine, celle des danses, des sourires larges et des poignées de main diplomatiques. Clara, assise à la droite d'Émile à la table centrale, observait tout avec une concentration silencieuse. Sa posture était droite, sa respiration calme en apparence, mais elle sentait dans chaque muscle de son corps la tension de cette place occupée. Sa robe, pourtant pensée pour être discrète, captait la lumière avec une délicatesse qui ne passait pas inaperçue. Son chignon tiré révélait la finesse de sa nuque. Les traits de son visage rehaussés par le maquillage subtil de Lila n'avaient rien de spectaculaire, mais tout en elle respirait une élégance rare, celle de quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais à être digne. Les regards glissaient sur elle avec insistance. Certains la regardaient une seconde fois, comme pour confirmer qu'ils ne la connaissaient vraiment pas.
Une étrangère dans un monde de visages trop souvent vus, de sourires fabriqués, de présences attendues. C'était précisément cette étrangeté qui dérangeait autant qu'elle captivait. Elle n'avait pas la démarche affectée des femmes habituées à ce genre de soirée. Elle ne tentait pas de capter l'attention, ne forçait aucun sourire. Elle existait, simplement, et cette simplicité même devenait un acte de défi. Émile, toujours aussi impassible, ne faisait aucun effort pour la dissimuler ou la surprotéger. Il lui parlait à voix basse, à intervalles réguliers, comme à une égale. Son comportement ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Il ne s'agissait pas d'un caprice ni d'un jeu. Elle était là parce qu'il l'avait voulu, avec une fermeté silencieuse qui imposait le respect, même aux plus sceptiques. À la table voisine, un éditeur de mode bien connu se pencha vers sa voisine, une chroniqueuse de télévision, et chuchota « Elle n'a rien d'une mondaine, mais regarde sa posture. Elle tient sa fourchette comme une danseuse d'opéra. Elle a du fond, c'est visible. Et elle ne sourit pas pour plaire. C'est presque déroutant. On sait qui c'est? Pas encore. Mais quelqu'un saura. Quelqu'un saura toujours. » Alors que les applaudissements ponctuaient la fin du premier discours, Clara profita d'un moment de transition pour se lever discrètement. Elle se dirigea vers le buffet à l'autre bout de la salle, cherchant simplement une coupe d'eau pétillante. Ses pas étaient mesurés, mais son regard balayait les environs avec prudence. Elle avait appris à observer sans se faire voir, une habitude née des années passées à nettoyer les appartements des autres, à évoluer dans leurs espaces sans jamais troubler leurs habitudes. Elle se pencha légèrement pour saisir un verre quand deux voix, juste derrière elle, interrompirent le flot de ses pensées. « Tu la vois là avec la robe bleu nuit ?»« Oui. »« C'est elle ?»« Oui. »« Tu crois qu'il est sérieux ?»« Il est fou. Elle va lui faire perdre toute crédibilité. » Un faux pas, un mot mal placé et c'est terminé. Clara resta immobile un instant. Son cœur s'accéléra, mais elle se força à ne rien montrer. Elle ne se retourna pas. Elle inspira doucement, puis se redressa avec le verre à la main. Elle marcha vers un coin plus calme de la salle, le dos droit, la nuque haute. Elle savait qu'elle n'était pas la bienvenue, mais ce qu'elle ignorait, c'était à quel point sa présence créait un inconfort bien plus profond que prévu. Ce n'était pas seulement qu'elle était différente, c'est qu'elle forçait les autres à se regarder à travers elle, à se demander pourquoi une femme comme elle, avec son calme, sa dignité, sa grâce sans artifice, semblait plus à sa place que bien d'autres ce soir-là. Parce qu'elle n'essayait pas de briller. Et dans un monde obsédé par l'image, cela suffisait à déranger. Émile, de son côté, n'avait pas quitté Clara des yeux. Il la voyait évoluer dans la salle comme s'il vérifiait à chaque instant qu'elle tenait bon. Pas par méfiance, mais parce qu'il savait ce qu'on attendait d'elle, qu'elle flanche, qu'elle commette une erreur, qu'elle expose enfin ce qu'ils croyaient tous savoir d'elle, qu'elle n'appartenait pas à leur monde. Mais elle ne flancha pas. Quelques minutes plus tard, elle reprit sa place, le visage impassible. Elle croisa le regard de Léa, à l'autre bout de la table, qui lui offrit un sourire parfaitement faux. Clara soutint son regard sans détour, puis détourna les yeux comme on referme une porte. La soirée se poursuivit, ponctuée de discours et de présentations. La tension dans la salle restait perceptible, même masquée par les rires polis et les applaudissements automatiques. Il était évident que l'apparition de Clara avait bousculé les équilibres. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que la véritable épreuve de la soirée n'avait pas encore commencé. Le maître de cérémonie reprit place sur l'estrade, cette fois avec un ton plus léger. Et pour clôturer cette première partie de la soirée, avant le dîner, nous aimerions offrir un moment d'expression libre à quelques invités qui nous ont inspirés par leur parcours, leur engagement ou leur singularité. Nous avons donc une surprise ce soir. Clara sentit son estomac se nouer avant même que les mots suivants ne soient prononcés. « Mademoiselle Clara Moreau, accepteriez-vous de venir dire quelques mots à cette assemblée ?» Un silence tomba sur la salle. Tous les regards se tournèrent envers elle. Léa, assise 2 tables plus loin, dissimula difficilement son plaisir. Vincent, légèrement en retrait, posa son verre avec lenteur. Émile se pencha vers Clara. « C'est votre choix. Vous n'y êtes pas obligée. » Clara pourtant savait qu'elle n'avait pas le luxe de refuser. Pas ce soir, pas dans ce contexte. Elle se leva lentement. Le tissu de sa robe suivit ses mouvements sans un pli. Elle marcha vers la scène sans trébucher, sans sourire, sans fuir. Et pendant qu'elle montait les marches, le silence s'épaississait.
Tous attendaient. Non pas un discours, mais une chute. Clara atteignit le micro dans un silence pesant. Chaque pas résonnait dans la salle avec une clarté presque cruelle. Les regards fixés sur elle ne la voyaient pas vraiment. Ils cherchaient le moment où elle flancherait. Tout avait été orchestré pour la faire échouer. Ce discours improvisé, ce micro tendu sans avertissement, était une embuscade. Un piège soigneusement mis en place, pensé non pas pour l'embarrasser timidement, mais pour l'exposer totalement. Et Clara le comprit au moment même où elle se plaça devant les projecteurs. Ce n'était pas un hommage, c'était une épreuve publique. À quelques mètres de là, Léa observait la scène, assise au bord de sa chaise, le regard fixé sur Clara, ses doigts enroulés autour d'un verre de vin qu'elle n'avait pas bu. Elle savait que l'intervention n'était pas prévue dans le déroulé officiel de la soirée. Elle l'avait ajoutée elle-même, subtilement, à travers une connaissance qui travaillait dans l'organisation. Elle avait glissé le nom de Clara au dernier moment, en suggérant qu'Émile serait ravi de la voir participer. Aucune confirmation n'avait été demandée. La machine s'était enclenchée sans que personne ne pense à contester, simplement parce qu'Émile Duvalier ne suscitait jamais de contradiction. Si son nom était associé à une action, tout le monde supposait qu'elle était approuvée, mais le jeu ne s'arrêtait pas là. Car Léa avait prévu autre chose, un plan de secours, au cas où Clara tiendrait bon. Un journaliste spécialisé dans les scandales de la haute société avait été invité à la soirée. Il n'était pas sur la liste officielle, mais avait reçu une invitation par l'intermédiaire d'un mécène complice. L'homme vêtu sobrement passait inaperçu, mais dans sa poche intérieure, un micro-enregistreur était déjà en marche, prêt à capter chaque mot. L'idée était simple. Si Clara bafouillait, si elle révélait son origine modeste, si elle disait quelque chose d'inapproprié ou de maladroit, tout serait enregistré, monté et publié dans les heures suivantes. Ce que Léa n'avait pas anticipé, c'était la préparation silencieuse de Clara. Car même si elle n'avait jamais prononcé un discours devant une telle audience, même si ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle s'approchait du micro, elle n'était pas vide. Elle portait en elle des années d'observation, d'écoute, de silence. Elle avait vu plus d'humanité dans les couloirs d'hôpital que dans les salons dorés de cette soirée. Elle savait lire les gens, sentir l'air d'une pièce, et surtout, elle savait parler vrai. Mais cela, ce serait pour dans quelques minutes. Avant ce moment, dans les coulisses du gala, d'autres stratégies s'activaient. Vincent Roux, bien qu'il n'eût jamais affiché d'animosité envers Clara, n'ignorait pas ce qui se tramait. En apercevant le journaliste rôder avec insistance autour des tables, en reconnaissant certains visages peu habitués à ce genre d'événement, il comprit que cette soirée n'était pas simplement un gala. C'était une scène de théâtre, avec des acteurs qui jouaient chacun pour leur survie. Et Clara, placée au centre, n'était pas actrice. Elle était cible. Il quitta discrètement sa table et alla vers Émile, qui observait Clara depuis la salle, les bras croisés. Son visage ne trahissait rien, mais ses yeux ne lâchaient pas la scène. « Tu savais ?» murmura Vincent en arrivant près de lui. « Qu'ils allaient la faire monter sur scène ?»« Oui. Et tu n'as rien dit ?»« Non. »« Tu la sacrifies ?» demanda Vincent, visiblement contrarié. « Je lui fais confiance, répondit Émile sans détour. Vincent ne répondit pas immédiatement. Il observa le visage d'Émile un instant, puis reporta son attention vers la scène. Sur l'estrade, Clara ajusta légèrement le micro. Elle fit glisser ses yeux sur la salle. 1 seconde, 2, 3. Le silence était toujours là, mais un autre type de tension s'installait. L'attente. Ce fut à ce moment que, dans un coin de la salle, le journaliste enregistra son premier commentaire. C'est là que tout se joue. Elle parle bien, elle monte. Elle parle mal, elle tombe. Mais au lieu de prendre la parole immédiatement, Clara se permit une pause. Elle regarda au loin. Son regard croisa celui de sa grand-mère, dans son souvenir. Puis celui d'Émile, en face, dont le visage ne bougeait pas, mais dont les yeux l'encourageaient à continuer. Elle se redressa légèrement, prit une inspiration discrète, puis parla. Mais ce moment n'est pas encore venu, car dans la salle, avant qu'un mot ne soit prononcé, les spéculations allaient déjà bon train. Plusieurs invités s'étaient mis à échanger discrètement sur l'identité de cette femme. Certains avaient reconnu dans son visage les traits d'une Parisienne ordinaire, d'une jeune femme qu'on croiserait dans un bus ou un marché. D'autres, plus méprisants, la qualifiaient de jolie tentative de com', suggérant qu'Émile tentait de se repositionner médiatiquement après des mois de silence.
D'autres encore, intrigués, voyaient en elle une femme qu'on n'avait pas encore fini de découvrir. Léa, elle, fixait la scène avec intensité. Elle voulait qu'elle trébuche, qu'elle dise quelque chose de trop intime, trop pauvre, trop banal, quelque chose qui confirmerait sa non-place ici. Elle savait que dans un monde comme celui-ci, une seule maladresse suffisait à ruiner toute légitimité. Et pourtant, au fond de son esprit, une angoisse sourde naissait, car Clara tenait bon. Même debout devant des dizaines de regards exigeants, même en sachant qu'elle était observée comme une anomalie, elle ne vacillait pas. Léa pressa sa main contre sa cuisse pour se calmer. Elle pensa à la suite, à l'article qui serait publié avant l'aube, à la vidéo qu'elle avait discrètement demandé à son contact de filmer. Si Clara s'en sortait bien, elle enverrait le dossier plus tôt. Elle avait même prévu un titre, La domestique du milliardaire, Opération Vérité ou Mascarade. Tout était prêt. Il suffisait que Clara dise une phrase malheureuse. Qu'elle avoue qu'elle ne connaissait pas les règles, qu'elle avait été surprise, qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait là, qu'elle expose, sans le vouloir, son décalage avec ce monde. Mais Clara ne parlerait pas comme ça, parce que Clara ne parlait jamais sans penser. Et c'est ce détail-là, Léa l'avait sous-estimé. Et alors que l'on pensait que tout allait se jouer dans les minutes qui suivraient, une certitude s'imposa à tous ceux qui avaient l'habitude de ces soirées. Clara n'avait pas besoin d'être parfaite. Elle avait seulement besoin d'être elle-même. Et c'était peut-être là le plus grand danger pour ceux qui cherchaient à la faire tomber. Clara inspira lentement, ses doigts reposant sur les bords du pupitre, le regard posé sur l'audience sans chercher un visage en particulier. Le silence est total. Les verres sont immobiles, les couverts figés, les sourires suspendus. Personne ne parle car tout le monde veut entendre ce qu'elle va dire. Non pas parce qu'ils attendent d'être émus, mais parce qu'ils attendent qu'elle se trahisse. Qu'elle dise un mot de travers, qu'elle montre qu'elle n'a pas sa place ici. Tout a été organisé pour cela. La surprise, le piège, l'attention disproportionnée. Mais Clara, bien qu'extérieure à ce monde, n'a pas été prise au dépourvu. Elle a grandi dans le silence des hôpitaux, dans l'humilité des salles d'attente, dans les ruelles grises d'un Paris que personne ne photographie. Parler en public n'a jamais fait partie de sa vie, mais elle a toujours su quoi dire au moment où personne ne savait quoi faire. Elle commence simplement, sans introduction grandiloquente, avec une voix posée, calme, plus forte qu'on n'aurait pu l'imaginer. Je ne suis pas ici pour représenter quoi que ce soit. Je ne suis ni ambassadrice, ni porte-parole, ni spécialiste d'un sujet noble. Je suis ici parce qu'on m'a demandé d'être là, sans me dire pourquoi. Alors j'ai accepté, sans savoir non plus ce que j'allais dire. Mais maintenant que je suis là, je vais vous parler d'une chose que je connais. Elle fait une courte pause, puis continue, les yeux toujours fixés droit devant. Je vais vous parler de ce que c'est que de s'occuper des autres. Un frisson parcourt l'assemblée. On ne s'attendait pas à cela. Pas à un ton aussi direct. Pas à un sujet aussi éloigné de la richesse, du prestige, de la posture. Je m'occupe de ma grand-mère depuis l'âge de 19 ans. Elle est malade. Une maladie qui progresse lentement, mais sûrement. Elle ne peut plus vivre seule. Et parfois, elle oublie des choses simples, comme mon prénom. D'autres fois, elle me raconte une histoire que j'ai déjà entendue 10 fois. Mais je l'écoute quand même. Parce que dans sa voix, il y a quelque chose qui me rappelle qu'on est toujours là, ensemble. Clara parle sans notes, sans prompteur, sans artifice. Sa voix est stable, douce. Et ce qu'elle dit, sans jamais employer le moindre mot dramatique, pénètre la salle comme une vérité qu'on avait oubliée. Ce n'est pas une leçon ni une confession. C'est un témoignage. J'ai appris à faire les choses sans les montrer, ranger sans bruit, comprendre un besoin sans poser de questions, être là sans envahir. C'est un métier et c'est aussi une manière de vivre. On pense souvent que ce genre de travail est invisible. Et c'est vrai, on ne nous voit pas. Mais ceux qui savent regarder, voient. Dans la salle, certains croisent les bras, d'autres baissent les yeux. Ce qu'elle dit touche à quelque chose de trop personnel pour qu'on le commente à voix haute. Il ne s'agit plus de Clara, l'invitée inattendue. Il s'agit de chacun dans la salle, confronté à ses propres silences. Elle poursuit avec la même sérénité. Je n'ai pas été à l'université, je ne suis jamais monté dans un avion, je n'ai pas de carte de visite et personne ne me suit sur les réseaux. Mais j'ai de la mémoire, je me souviens des gens, de leurs habitudes, de leurs douleurs silencieuses. Et parfois je crois que c'est suffisant, pas pour être importante,
mais pour être utile. Dans un coin de la salle, un homme que personne ne regarde d'habitude, un responsable logistique du gala, essuie une larme discrète. Il a reconnu dans les mots de Clara quelque chose de trop vrai, trop rare. Et il n'est pas le seul. Car Clara, sans le vouloir, vient de désarmer l'arrogance collective de cette salle. J'ai accepté cette invitation sans comprendre. Je croyais que ce serait un honneur, ou peut-être une erreur. Mais ce soir, je pense que c'était un test. Et je veux vous dire que je ne cherche pas à vous ressembler. Je suis venu comme je suis, pas pour impressionner, juste pour exister. Elle finit sans effet de style, sans phrase de clôture appuyée. Elle remercie simplement d'un signe de tête, puis descend les marches de la scène. Aucun mot ne suit, pas même un murmure. Mais quelques secondes plus tard, alors qu'elle regagne sa place à côté d'Émile, un homme se lève, puis une femme, puis une table entière, et bientôt, toute la salle. Pas une ovation spectaculaire, mais un silence debout, un hommage discret, presque solennel. Les applaudissements ne sont pas bruyants, ils sont mesurés, profonds, sincères. Léa reste assise. Elle ne comprend pas. Elle a tout prévu. Le piège était parfait. Le contexte, les invités, le journaliste, tout. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Clara n'a pas trébuché. Elle n'a pas tenté de s'élever, ni de se justifier. Elle a fait quelque chose de plus fort. Elle a dit la vérité. Et dans une salle saturée de paraître, cette vérité a eu un effet radical. Vincent, resté debout, croise le regard d'Émile et lui adresse un léger signe d'approbation. Il ne dira rien ce soir. Mais intérieurement, il admet que la jeune femme vient de faire plus en 3 minutes que certains en 20 ans de carrière. Émile, lui, n'a pas applaudi. Il est resté immobile, les mains jointes, pas par froideur, mais par respect. Il savait que Clara n'avait pas besoin d'un applaudissement. Elle avait besoin d'un espace, et elle l'a conquis, seule. Alors qu'elle se rassoit, Clara sent une chaleur nouvelle dans la salle. Les regards ont changé. Ils ne sont plus méfiants ou moqueurs, ils sont attentifs, curieux, certains admiratifs. C'est encore fragile. Rien n'est gagné. Mais elle vient de franchir la frontière la plus invisible de toutes, celle qui sépare ceux qu'on tolère de ceux qu'on écoute. Et c'est à ce moment-là, alors qu'elle sirote enfin son verre d'eau, qu'un homme inconnu s'approche de la table. Il est grand, âgé, costume sur mesure, démarche lente. Il s'adresse à Émile, mais c'est Clara qu'il regarde. « Si vous ne vous battez pas pour cette femme, quelqu'un d'autre le fera. » Puis il s'éloigne sans se présenter. Clara le suit du regard un instant, interloquée, avant de reposer calmement son verre. Elle ne dit rien. Mais intérieurement, elle comprend. Ce qu'elle pensait être un simple défi vient de devenir bien plus. Elle n'est plus seulement une présence inattendue, elle est désormais une présence affirmée. Alors que les applaudissements se dissipent et que la soirée reprend son rythme feutré, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Clara, bien qu'encore assise à sa place, n'est plus observée comme une étrangère. Les regards, désormais, oscillent entre respect et fascination. Son discours simple mais percutant a résonné d'une manière inattendue. Même ceux qui étaient venus pour juger se retrouvent, malgré eux, à repenser à ces mots. Pourtant, dans les recoins les plus discrets de la salle, toutes les réactions ne sont pas aussi bienveillantes. Léa s'est éclipsée quelques minutes plus tôt, feignant une urgence personnelle. Dans la loge technique à l'arrière du salon, elle retrouve un homme aux cheveux clairsemés, lunettes épaisses, concentré sur un écran d'ordinateur portable. C'est lui, le journaliste recruté à la dernière minute, celui qui avait pour mission de donner un angle réaliste à l'apparition insolite de Clara Moreau. Le plan A ayant échoué, Léa enclenche le plan B. « Vous avez les documents ?» demande-t-elle sans saluer. L'homme hoche la tête, tapote quelques touches et affiche une série de fichiers sur l'écran. Photos de l'immeuble populaire où vit Clara, capture d'écran de commentaires sur des forums locaux, extrait d'un article de registre public mentionnant son emploi en tant qu'agent d'entretien. Un véritable petit dossier à charge monté rapidement, mais avec suffisamment de consistance pour semer le doute. L'article est prêt. Titre : Une domestique chez les milliardaires. La vérité derrière la robe de satin. Il sera publié dans 40 minutes, juste avant minuit. Les premières notifications sortiront pendant la dernière partie de la soirée. Et les réseaux ? Tout est synchronisé, avec les bons mots-clés. On anticipe entre 50 et 100 partages dans la première heure. Après ça, les médias plus traditionnels suivront. À ce moment-là, ce ne sera plus possible de contrôler la narration. Léa acquiesce. Elle ne sourit pas,
Ce n'est pas une victoire, c'est un réajustement. Pour elle, Clara ne doit pas devenir un symbole, encore moins une exception tolérée. Sa montée sur scène, son discours, sa réception par l'Assemblée, tout cela doit être recadré. Elle doit redevenir ce qu'elle est, ou plutôt ce que Léa veut qu'elle soit perçue comme une illusion. Quelques instants plus tard, la salle de réception bascule lentement dans l'ambiance festive attendue. La musique plus vive remplace les discours. Les invités se lèvent, changent de table, vont et viennent. Des conversations plus légères reprennent, mais les regards continuent de se poser sur Clara avec cette curiosité neuve, comme si elle était devenue une énigme plus grande que prévu. Émile reste près d'elle, mais ne l'envahit pas. Il semble la protéger par sa seule présence, sans jamais prendre l'espace qu'elle occupe désormais. Il sait ce que représente ce moment. Il sait que la société dans laquelle il évolue ne pardonne pas les gestes qui échappent à son contrôle. Et pourtant, il a agi. Il a fait ce choix, sans stratégie, sans explication. Alors que Clara s'autorise un sourire léger, un serveur s'approche et lui tend discrètement un téléphone portable. « Mademoiselle Moreau, on m'a demandé de vous remettre ceci. C'est le téléphone de Monsieur Duvalier. Il a reçu une alerte importante et m'a dit de vous le montrer. » Clara, surprise, prend l'appareil. L'écran affiche une notification d'un média en ligne. Clara Moreau, l'invitée surprise du Gala Horizon, n'est pas celle que vous croyez. Le titre est suivi d'une image floue de son immeuble, puis d'un sous-titre évoquant son vrai métier et son passé discret dans les quartiers populaires de Paris. Elle lit bouche entrouverte en silence. Le monde autour d'elle devient un bruit de fond, distant, confus. Chaque ligne semble taillée pour la réduire à une caricature, une domestique propulsée sur la scène du pouvoir, comme si cela était en soi une fraude. Le ton de l'article est insidieux. Il ne l'attaque pas frontalement. Il suggère. Il insinue. Il déshabille sa présence de tout mérite pour la peindre comme un caprice de riche ou une opération de communication. Elle relève les yeux. Le serveur est déjà parti. Émile, de l'autre côté de la pièce, discute avec un partenaire de longue date. Elle pourrait lui montrer l'écran. Elle pourrait aller vers lui. Mais quelque chose la retient. Peut-être la peur de le voir désolé. Peut-être l'instinct de vouloir fuir avant d'être regardée autrement. Autour d'elle, des invités commencent à sortir leur téléphone. Des murmures naissent. Quelques regards changent de nature. Ils passent de l'admiration prudente à l'évaluation critique. Une femme, à sa droite, commente à voix basse. « C'est toujours la même histoire, n'est-ce pas? On pense découvrir une perle, mais c'est juste du vernis. » Clara se lève lentement. Elle n'a plus faim. Elle n'a plus soif. Elle n'a plus de place. Tout ce qu'elle avait conquis, même brièvement, semble s'évaporer sous ses pieds. Son discours, oublié. Son calme, inutile. Sa vérité, ridiculisée. La robe elle-même, quelques minutes plus tôt perçue comme élégante, devient dans ce nouveau regard collectif un déguisement mal assumé. Elle marche vers la sortie. Ses talons claquent légèrement sur le sol de marbre. Elle ne court pas. Elle ne cache pas son visage. Mais ses yeux, eux, trahissent ce que ses gestes refusent d'exprimer. Une profonde humiliation. Elle ne pleure pas. Pas encore. Elle garde la tête haute. Mais dans chaque pas, on sent le poids d'un monde qui la repousse. Elle franchit le seuil de la salle, passe le vestibule et sort dans le froid parisien où les chauffeurs attendent en rang, les manteaux prêts à être tendus. Elle décline poliment la main tendue d'un employé, serre son manteau contre elle et s'éloigne sur le trottoir. Quelques secondes plus tard, Émile se retourne vers sa table et découvre son absence. Il scanne la salle du regard, croise celui de Vincent, qui vient de lire lui aussi l'article sur son téléphone. Sans un mot, Vincent le lui tend. Émile lit en silence, puis ferme les yeux brièvement. Il comprend. Il sait exactement qui est derrière cela. Mais avant tout, il comprend qu'il est trop tard. Clara est partie. Et elle est partie seule. Le taxi roulait lentement sur les boulevards éclairés, tandis que les réverbères jetaient des ombres régulières sur le visage de Clara, assise à l'arrière, droite mais figée. Les mains croisées sur ses genoux, elle regardait sans vraiment voir le paysage défiler. Paris, ce soir-là, semblait en décalage complet avec ce qu'elle ressentait. La ville brillait, dansait encore dans les salles dorées des hôtels particuliers, mais pour elle, le gala était terminé depuis qu'elle avait franchi les portes du palace, la dignité en apparence intacte, mais le cœur pris dans une tempête sourde. Elle ne parlait pas.
Le chauffeur, un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, sentit immédiatement qu'il ne fallait pas poser de questions. Il suivit l'adresse indiquée, jetant de temps à autre un regard discret vers le rétroviseur. Il avait reconnu la robe. Il savait, comme tous ceux qui avaient allumé leur téléphone cette nuit-là, que la jeune femme assise dans son véhicule était celle dont tout le monde parlait. Clara se mordait l'intérieur des joues. Ce n'était pas la honte qui la blessait. Ce n'était pas le contenu de l'article. Tout ce qu'il disait était vrai. Son adresse, son emploi passé, ses origines modestes. Ce n'était pas une fabrication, mais une réduction. Une tentative de faire d'elle une seule chose. La domestique qui a osé monter trop haut. Ce qui faisait mal, c'était que cela suffisait à effacer tout le reste, comme si la vérité n'avait plus d'importance face au poids du regard social. Elle avait cru, ne serait-ce qu'un instant, que sa parole pouvait suffire à la faire exister autrement. Mais en un clic, en quelques lignes, on l'avait renvoyée à sa vraie place. Quand elle entra chez elle, il était presque 1h du matin. Sa grand-mère dormait, la télévision encore allumée à faible volume. Clara s'assura qu'elle allait bien, l'aborda doucement, puis se changea sans un mot. Elle reposa la robe dans sa housse, rangea les bijoux prêtés dans leur boîte et s'assit à la table de la cuisine. Son téléphone vibrait sans cesse. Messages, appels manqués, notifications de réseaux sociaux. Elle ne les lut pas. Elle savait que c'était trop tôt. Au petit matin, les choses empirèrent. La presse en ligne avait repris l'article initial, l'amplifiant avec des titres plus accrocheurs, souvent moqueurs. Certains insinuaient qu'elle avait profité de la gentillesse d'Émile. D'autres, plus brutaux, parlaient de manipulation, d'opportunisme. Les forums s'enflammaient, les commentaires se divisaient. Il y avait ceux qui la soutenaient, touchés par son discours, et ceux qui la méprisaient, convaincus qu'elle n'aurait jamais dû accepter cette invitation. Mais un phénomène inattendu se produisit. Au milieu du vacarme numérique, des voix s'élevèrent, non pas d'influenceurs ni de personnalités connues, mais de gens ordinaires. Des aides-soignantes, des femmes de chambre, des caissiers, des professeurs, des mères célibataires. Des messages, simples, sincères, commencèrent à circuler. Elle était la plus digne de la soirée. Elle a parlé pour nous tous. Qu'on le veuille ou non, elle a montré ce qu'on ne veut pas voir. Un tweet en particulier fit son chemin. Une vidéo de son discours, filmée à la va-vite par un serveur, suivie d'un commentaire sobre. Et si la vraie élégance, c'était ça? Partagé des milliers de fois, repris par des comptes influents du monde associatif et éducatif, il déclencha une vague de soutien inattendu. Certains journalistes plus sérieux prirent le relais, publiant des tribunes sur la violence des réactions, sur la classe sociale déguisée en critique légitime. Peu à peu, le discours changea. Ce n'était plus l'histoire d'une intrusion. C'était celle d'un révélateur. Clara, elle, restait recluse. Elle lisait peu, répondait rarement. Elle observait tout cela avec une distance prudente. Elle n'avait rien cherché. Ni reconnaissance, ni pitié, ni revanche. Elle voulait comprendre comment, en une nuit, elle était devenue une image que tout le monde utilisait, soit pour défendre, soit pour attaquer. Elle n'avait pas changé. C'était le regard du monde sur elle qui avait basculé. Ce fut le surlendemain que la lettre arriva. Une enveloppe crème, glissée sous sa porte pendant qu'elle faisait les courses. Aucune adresse d'expéditeur, juste son nom manuscrit. À l'intérieur, une simple feuille pliée en deux. Le texte était court, écrit à la main, d'une écriture élégante. « Mademoiselle Moreau, j'ai assisté à votre discours samedi soir. Ce que vous avez dit m'a rappelé pourquoi j'ai créé ma fondation il y a 20 ans. Trop souvent, nous oublions ce que signifie vraiment être essentiel. Je souhaiterais vous rencontrer. Si vous acceptez, je suis prêt à vous offrir une bourse complète pour reprendre vos études dans le domaine de votre choix. Il n'y a pas d'agenda, ni d'obligation. Juste la conviction que vous avez quelque chose à dire et à transmettre. Respectueusement, H. Delcourt. » Elle relut la lettre plusieurs fois, sans savoir si elle devait y croire. C'était la première fois qu'elle recevait une offre qui n'était pas liée à une tâche à accomplir. Pas un travail, pas un contrat, juste une main tendue, pas en pitié, pas en dette, mais en reconnaissance. Clara rangea la lettre dans un tiroir. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait besoin de silence, de solitude, de réapprendre à marcher dans un monde où elle n'était plus invisible, mais pas encore acceptée. Pendant ce temps, au siège de Duvalier & Co., Émile lisait lui aussi les commentaires. Il avait lu chaque article, chaque tribune, chaque attaque.
Il n'avait fait aucun communiqué, ne s'était pas exprimé, mais ce silence-là n'était pas celui de l'indifférence. Il préparait quelque chose, car pour la première fois depuis longtemps, il sentait que sa position, son influence, sa distance légendaire ne suffisaient plus. Il n'avait pas seulement échoué à protéger Clara. Il avait échoué à anticiper ce qu'impliquait réellement la mettre à ses côtés. Et cela, il ne comptait pas l'ignorer. La lumière grise de la fin de matinée s'infiltrait doucement par les baies vitrées du bureau d'Émile Duvalier. Les stores n'avaient pas été baissés, comme si l'éclat du jour pouvait servir d'allié dans un moment où tout ce qui était public était devenu périlleux. L'atmosphère à Duvalier & Co était tendue, inhabituellement silencieuse. Les couloirs autrefois rythmés par des talons pressés et des appels téléphoniques semblaient de figer. Les employés se saluaient à voix basse. Tous savaient que quelque chose allait se passer. La presse s'était calmée, mais les regards étaient drivés sur une seule question. Comment le PDG allait-il réagir? Émile entra dans la salle de réunion sans prévenir, sans cortège, sans avertissement. Seuls 2 mots avaient été envoyés par mail à la personne concernée. « Venez maintenant ». Léa Garnier entra quelques minutes plus tard, impeccablement habillée, maquillée, mais plus nerveuse qu'elle ne l'avait été depuis ses débuts dans l'entreprise. Elle savait. Elle avait senti le moment approcher. Elle savait que les regards avaient changé. Et elle savait que Clara n'avait pas disparu comme elle l'espérait. Émile resta debout. Il ne proposa pas qu'elle s'assoie. Il n'éleva pas la voix. Il n'avait pas besoin de violence. Il suffisait de sa présence, de son calme, de son regard précis posé sur elle. « Vous avez orchestré cette attaque », dit-il simplement. Léa ne répondit pas. Elle baissa légèrement les yeux, puis les releva avec ce faux calme qu'elle maîtrisait parfaitement. « Je ne vois pas de quelle attaque vous parlez. Le journaliste, le contenu de l'article, l'ajout du discours sans validation, le timing, tout pointe vers vous, et j'ai les confirmations dont j'avais besoin. » Elle serra les mâchoires. Il n'y avait pas de sortie élégante, juste des dégâts à limiter. Je l'ai fait parce que je crois en l'image de cette entreprise, parce que je crois en votre réputation, et parce que cette situation menaçait tout ce que nous avons construit. Non, Léa, ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour vous, parce que vous ne supportiez pas que quelqu'un en dehors de votre vision du mérite puisse entrer dans notre cercle. Vous avez utilisé les armes du mépris, de la peur sociale, pour réduire quelqu'un qui ne vous avait rien fait. Vous avez menti à mes collaborateurs, et vous avez piégé une personne dont la seule faute a été d'accepter une invitation. Vous l'avez choisie sans prévenir personne, vous l'avez mise sous les projecteurs, vous avez déclenché une crise en la faisant apparaître là où elle n'avait rien à faire. Et maintenant vous me reprochez d'avoir rétabli la réalité? Émile s'approcha d'un pas, sans changer de ton. Ce que vous appelez réalité, c'est un filtre, celui que vous avez appris à utiliser pour garder votre place. Vous avez eu des opportunités, vous les avez saisies. Clara n'en a eu aucune. Et la seule fois où elle en reçoit une, vous cherchez à la détruire. Pas parce qu'elle est incompétente, mais parce qu'elle dérange, parce qu'elle vous renvoie à votre propre fragilité. Un silence long s'installa. Léa comprit. Il ne reviendrait pas en arrière. Vous êtes renvoyé pour faute grave. Votre badge est désactivé. Vous avez 1 heure pour vider votre bureau. Les éléments juridiques vous seront transmis dans la journée. Elle voulut dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés. Elle quitta la pièce sans se retourner. Quelques heures plus tard, Clara ouvrit la porte de son immeuble après avoir reçu un message d'Émile. « Je veux vous parler. En personne, si vous acceptez. » Il l'attendait sur le trottoir, sans voiture, sans chauffeur. Vêtu sobrement, presque comme un homme ordinaire. Lorsqu'elle apparut, il se redressa. Elle ne sourit pas. Il ne tendit pas les bras. Ils étaient 2 adultes face à une vérité qui n'avait plus besoin de détour. « Je ne suis pas venu pour m'excuser d'avoir voulu vous emmener à cette soirée, dit-il. Je ne regrette pas ce choix. Mais je regrette de ne pas avoir prévu ce que cela impliquerait pour vous, de vous avoir exposé à ça. Je croyais que mon respect suffirait à vous protéger. » J'avais tort. Clara le regarda, immobile. Elle n'attendait pas des excuses. Elle attendait une réponse, une vraie. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle enfin. « Parce que vous êtes la personne la plus vraie que je connaisse, parce que dans un monde où tout est calculé, vous êtes restée droite. Pas pour paraître, mais parce que c'est ce que vous êtes. Et parce que je voulais que, pour une fois, ce soit une personne comme vous qui traverse une salle pleine de gens qui se croient importants. Pas pour les provoquer, mais pour rappeler ce que signifie vraiment avoir de la valeur. » Elle resta silencieuse.
pas par défi, mais parce qu'elle mesurait chaque mot, chaque geste. Ce n'était pas un moment de réconciliation romantique, c'était un moment de vérité. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je veux que vous décidiez. Vous pouvez choisir de ne plus jamais revoir aucun d'entre nous, et personne ne viendra frapper à votre porte. Mais si vous acceptez, je veux vous proposer quelque chose. Pas un emploi, pas un rôle dans ma vie, une opportunité. » Il lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, une lettre formelle, avec l'entête de Duvalier & Co. Elle proposait un stage de 6 mois au sein du département de responsabilité sociale, avec un accompagnement complet, un tuteur dédié et la possibilité d'évolution. Pas un cadeau, un cadre, un espace pour apprendre, évoluer, décider. Clara lut en silence, puis leva les yeux vers lui. « Ce n'est pas pour réparer ce qui s'est passé ? Non, c'est parce que je crois que vous avez quelque chose à apporter, et parce que je suis prêt, cette fois, à vous soutenir avec les moyens que j'aurais dû utiliser dès le départ. » Elle prit la lettre, ne répondit pas, mais ne la rendit pas non plus. Le lendemain, à la surprise de tous, Clara franchit les portes de Duvalier & Co, habillée simplement, mais la tête haute. Elle ne prit pas l'ascenseur habituel du personnel. Elle monta par le grand hall, salua l'agent de sécurité et se présenta à l'accueil en tant que nouvelle stagiaire du service RSE. Les couloirs se figèrent un instant à son passage, mais elle marcha droit, comme elle l'avait fait sur cette scène, non pas pour être vue, mais pour avancer. Les premiers jours de Clara dans les bureaux de Duvalier & Co furent une expérience silencieusement révolutionnaire. Elle n'était plus celle qui entrait par l'arrière, avec un badge de prestataire, un uniforme ou un balai à la main. Elle arrivait désormais par l'entrée principale, traversait les couloirs avec un dossier sous le bras, assistait aux réunions hebdomadaires, prenait des notes, observait, posait des questions. Sa présence créait une tension diffuse que personne n'osait formuler à voix haute. Elle dérangeait parce qu'elle faisait tomber une barrière invisible que beaucoup croyaient éternelle, celle entre ceux qui occupent les étages supérieurs et ceux qu'on croise sans jamais vraiment regarder. Dans l'open space du département de responsabilité sociétale des entreprises, elle fut d'abord accueillie avec politesse distante. Les collègues, tous issus d'écoles reconnues, avec des parcours linéaires et des références communes, ne savaient pas où la placer dans l'équation sociale implicite qui régissait leur monde. Clara, elle, ne tentait pas de s'imposer. Elle écoutait, apprenait, travaillait avec application. Elle ne cherchait pas à faire oublier d'où elle venait. Au contraire, elle s'en servait. Un mois après son arrivée, elle proposa un projet pilote, un programme de formation professionnelle destiné aux jeunes adultes issus de quartiers marginalisés, centré sur les compétences pratiques et la valorisation des savoirs non académiques. Le concept n'avait rien d'extravagant, mais ce qui frappa le comité interne, ce fut la clarté de sa vision et sa connaissance concrète du terrain. Elle parla sans jargon, sans prétention, mais avec une précision qui déstabilisa même les plus expérimentés. Ce n'était pas un projet né dans un PowerPoint, c'était le fruit d'une vie. Elle raconta, sans se victimiser, comment elle avait vu tant de potentiels étouffés, de talents abandonnés, simplement parce qu'ils ne connaissaient pas les bons codes, et que s'ils ne changeaient pas les règles d'accès, ils passeraient à côté de ressources humaines d'une valeur inestimable. La salle, d'abord sceptique, l'écouta avec une attention croissante. Lorsqu'elle termina, il n'y eut pas d'applaudissements, mais un silence signifiant « Ils venaient de comprendre qu'ils avaient devant eux bien plus qu'une expérience sociale ». Quelques semaines plus tard, le projet fut validé en interne, présenté au conseil d'administration, puis lancé à titre expérimental. Clara, officiellement encore en stage, devint la coordinatrice du programme. Elle gérait les partenaires, animait les premières sessions, parlait aux jeunes avec une autorité douce mais incontestable. Son bureau était modeste, mais il devenait un point de passage régulier, autant pour les participants du programme que pour les membres du personnel, curieux, parfois inspirés, souvent interpellés. Émile la laissait faire, il observait à distance, volontairement. Il n'intervenait pas, ne s'appropriait pas le succès du projet. Il savait que ce qui faisait la force de Clara, c'était justement son autonomie. Il lui avait tendu la main, mais elle construisait désormais sa place sans dépendre de lui. C'était la meilleure réponse qu'elle pouvait offrir à ceux qui avaient voulu la réduire à une anomalie passagère. Le monde extérieur lui observait aussi,
Des articles commencèrent à paraître, cette fois dans des revues sérieuses, s'intéressant non à son parcours insolite, mais à son travail concret. Elle fut invitée à parler lors de 2 conférences sur l'inclusion professionnelle, pas comme la jeune femme du scandale, mais comme une interlocutrice légitime. Son discours n'était pas revanchard. Elle ne critiquait personne. Elle racontait ce qu'elle connaissait et ce qu'elle proposait. Le retournement ne résidait pas dans la vengeance. Il se trouvait dans l'effet de miroir qu'elle produisait. Elle forçait les élites à revoir leur conception de la compétence, de la légitimité, de la représentation. Clara ne demandait pas une place. Elle montrait que cette place, elle l'occupait déjà, en la transformant par sa seule manière de l'habiter. Au sein de l'entreprise, on commença à citer son programme comme un modèle d'impact social intelligent. Les jeunes qu'elle encadrait évoluaient avec assurance, impressionnés par leur implication, leur volonté, leur sérieux. Certains avaient abandonné l'idée même d'entrer dans une entreprise comme Duvalier & Co. et se retrouvaient soudain à y participer activement. Clara ne leur promettait rien. Elle ne jouait pas au mentor. Elle écoutait, les mettait en relation, ouvrait des portes sans jouer les sauveuses. Vincent, qui avait initialement considéré sa présence comme une expérimentation étrange, changea d'avis. Il la salua un jour dans le couloir, sans ironie, et lui dit « Vous êtes en train de nous obliger à faire ce qu'on n'a jamais voulu faire. Regardez en face. » Clara répondit simplement « Je n'ai rien changé. J'ai juste été moi-même assez longtemps pour que vous le remarquiez. » La phrase se répandit en interne. Elle fut reprise dans une note de blog de l'entreprise, partagée anonymement par un employé. Ce texte fut lu des milliers de fois. Il y eut même une proposition d'en faire une campagne de communication. Clara refusa. Elle ne voulait pas devenir un slogan. Elle voulait rester dans le concret. Mais ce n'est qu'à un événement officiel, organisé par la fondation partenaire du programme, que la transformation devint évidente. Des invités venus de plusieurs entreprises partenaires, des élus locaux, des membres d'ONG, des journalistes économiques. Clara figurait parmi les intervenants. Lorsqu'elle entra dans la salle, les personnes présentes se levèrent, pas parce qu'on le leur avait demandé, mais parce que sa présence était devenue symbolique d'autre chose. Elle n'était plus une exception. Elle était devenue un repère. Clara monta sur scène, pas pour raconter son passé, ni pour rappeler son discours du gala. Elle parla des jeunes qu'elle encadrait. Elle cita leurs prénoms, leurs projets, leurs réussites. Elle ne parla pas d'elle, sauf à la fin, brièvement. Je n'ai jamais eu l'intention de devenir un exemple. Je voulais juste qu'on comprenne que le mérite n'est pas toujours là où on le cherche. Et que parfois, ceux qui en ont le plus ne savent même pas qu'ils en ont. Ce soir-là, elle ne fut pas applaudie pour son histoire, mais pour ce qu'elle faisait. Et cela changeait tout. Clara traversait désormais les couloirs de Duvalier & Co. avec une aisance que personne n'aurait pu imaginer quelques mois plus tôt. Elle ne s'imposait pas. Elle ne dominait pas. Elle avançait simplement le pas stable, la voix calme, les idées claires. Sa présence avait cessé d'être un sujet d'étonnement ou de commentaire. Elle était devenue une figure à part entière de la structure. Les nouveaux collaborateurs, parfois, entendirent son histoire par fragments, mais très vite, ce n'était plus cela qui comptait. Ce qui comptait, c'était sa capacité à résoudre, à organiser, à convaincre sans pression. Clara ne s'était pas adaptée à leur monde, elle l'avait élargi. Ce matin-là, elle termina de relire un dossier de subvention pour le programme qu'elle pilotait et l'envoya au service juridique avant l'heure prévue. Elle avait appris à maîtriser les délais, les termes administratifs, les formats attendus, mais elle n'avait rien perdu de ce qui faisait d'elle une exception. Elle continuait de prendre le métro, continuait de déjeuner seule quand elle en ressentait le besoin, continuait de rentrer chaque soir chez sa grand-mère, dont la santé s'était améliorée grâce à un traitement plus régulier, désormais entièrement financé par la mutuelle complémentaire fournie par Duvalier & Co. Émile avait discrètement veillé à cela, sans jamais en parler, sans jamais chercher à en tirer reconnaissance. Clara l'avait su, bien sûr, mais elle n'avait jamais mentionné l'aide reçue. Elle avait préféré remercier par le travail, en tenant ses engagements, en construisant. La vieille femme, de son côté, suivait tout ce que faisait sa petite fille. Elle conservait religieusement les articles imprimés, les invitations aux événements, les copies des discours. Elle ne comprenait pas toujours tous les mots, mais elle comprenait le regard des gens sur Clara. Elle le voyait à la télévision. Elle l'entendait dans les commentaires des voisins, dans les appels qu'elle recevait.
Une fois, une journaliste était même venue jusqu'à leur immeuble, espérant recueillir un témoignage de la grand-mère de la stagiaire devenue modèle social. Elle avait poliment refusé, répondant simplement « Ma petite fille n'est pas une histoire, elle est une personne ». Clara continuait aussi à refuser les propositions de mise en avant excessives. Elle avait reçu des offres pour écrire un livre, pour participer à des documentaires, pour devenir égérie d'une campagne nationale sur la diversité sociale. Elle avait décliné. Ce n'était pas de l'humilité feinte, c'était de la lucidité. Elle savait que ce genre de lumière pouvait être aussi éphémère que dangereuse. Elle voulait bâtir, pas briller. Elle reprit aussi ses études, en horaires aménagés, dans une université parisienne partenaire du programme qu'elle avait elle-même contribué à lancer. Elle suivait des cours en sociologie du travail et en gestion de projets sociaux. Elle avait une carte étudiante, une adresse mail universitaire et passait certaines soirées dans des bibliothèques municipales. Mais elle continuait de vivre simplement. Aucun luxe, aucun excès. Son monde s'était agrandi, mais elle ne l'avait pas fui. Un jour, au milieu d'un événement de l'entreprise consacré à l'innovation sociale, Clara croisa à nouveau Émile. Ils s'étaient vus à plusieurs reprises depuis son intégration officielle, mais leurs échanges restèrent brefs, professionnels, toujours teintés d'une retenue particulière. Il ne cherchait pas à occuper une place dans son quotidien. Il respectait son rythme, son espace. Elle lui en était reconnaissante, même si parfois ce silence la laissait perplexe. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. La salle était pleine, les discussions animées. Clara venait de présenter les résultats d'un partenariat avec une association de quartier. Elle s'était exprimée sans notes, avec une clarté impressionnante. À la fin de son intervention, la salle avait applaudi avec sincérité. Émile était resté debout au fond de la pièce. Il n'avait rien dit. Mais quand elle sortit, il la suivit. Ils se retrouvèrent dans une cour intérieure, à l'écart du tumulte. Il portait un costume gris clair, sans cravate, comme souvent. Elle, une blouse simple, un pantalon noir, des chaussures confortables. Ils se regardèrent un instant sans parler. Puis, il rompit le silence. « Tu n'es plus là où tu étais, » dit-il doucement. « Et pourtant, tu n'as jamais perdu ta place. » Clara répondit sans détour. « Parce que je ne suis pas venue pour changer de monde. Je suis venue pour que le mien existe aussi dans celui-ci. » Il hocha la tête, pensif. Puis, avec ce ton direct qu'elle lui connaissait, il reprit « Je me suis demandé pendant longtemps si je devais te recontacter. Après tout ce qui s'est passé, je ne voulais pas peser, ni revenir comme si de rien n'était. »« Tu ne l'as jamais fait, » répondit-elle. Il baissa les yeux un instant, puis releva le regard vers elle. « Mais aujourd'hui, si je te réinvite, si je te dis simplement « Viens avec moi », comme ce soir-là, qu'est-ce que tu réponds ?» Clara le regarda longuement. Ce n'était plus la jeune femme impressionnée de l'époque du gala. Ce n'était pas non plus une version radicalement transformée. C'était elle, plus solide, plus consciente. Elle vit dans ses yeux qu'il n'attendait pas une déclaration. Il attendait une décision. Une qui n'effacerait rien, ni les blessures, ni les progrès. Une qui viendrait maintenant, dans une autre phase. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle ferma les yeux une seconde, inspira, puis souffla lentement. « Tu me laisses y réfléchir ?» Il acquiesça. « Aussi longtemps que tu veux. » Ils restèrent quelques secondes dans ce silence, puis elle s'éloigna doucement, retournant vers la salle de conférence. Elle ne se retourna pas, et il ne la suivit pas. Mais ce jour-là, quelque chose de profond avait bougé entre eux. Une boucle s'était presque refermée. Le choix n'était plus entre deux mondes. Il était entre deux personnes, conscientes, adultes, capables de se retrouver sans effacer ce qui les avait éloignés. Et désormais, tout dépendait d'elle. La réponse, Clara la donna sans cérémonie, sans mise en scène, 3 semaines plus tard. Pas par message, ni par lettre, ni à l'occasion d'une réunion arrangée. Ce fut lors d'un événement à huis clos de Duvalier & Co. Une présentation interne sur les perspectives futures du programme social qu'elle pilotait, réunissant les membres du conseil d'administration, les équipes de direction et les partenaires extérieurs impliqués dans les projets d'impact social. La salle était remplie, les conversations calmes mais attentives. Tout le monde savait que Clara prendrait la parole, mais personne ne savait encore que ce serait aussi une réponse. Elle entra comme toujours, sobrement, ponctuellement, sans faire de bruit. Vêtue d'un tailleur simple couleur ivoire, les cheveux attachés en un chignon bas, elle avait cette allure discrète qui commandait le respect sans jamais le revendiquer. Les assistants posèrent des bouteilles d'eau sur la table.
Les slides se préparaient en arrière-plan. Puis le modérateur annonça son nom. Elle s'avança, remercia brièvement l'équipe, salua les participants, puis prit la parole avec la même sérénité que lors du gala. Ce n'était plus une surprise, c'était devenu une habitude. Ce que nous avons accompli jusqu'ici n'est qu'un point de départ. Notre objectif n'est pas de créer un îlot d'inclusion dans un océan d'exclusion. Il est de faire en sorte que l'ensemble du fonctionnement d'une entreprise comme la nôtre intègre des voix qui pendant longtemps n'ont été ni écoutées, ni invitées à s'exprimer. Elle exposa les résultats, les chiffres, les réussites individuelles. Elle évoqua le suivi personnalisé mis en place, les jeunes qui avaient décroché leur premier contrat, ceux qui avaient repris confiance après des années d'échecs scolaires. Elle parla aussi des résistances internes, des incompréhensions initiales, des ajustements nécessaires. Son ton n'était pas triomphaliste, il était juste mesuré, déterminé. Puis, au moment de conclure, elle s'arrêta un instant. Ses yeux se levèrent vers l'assemblée. Elle fit une pause plus longue que d'habitude. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit publiquement, mais que je crois important de dire ici. Pendant longtemps, j'ai cru que mon rôle était d'entrer dans ce monde sans déranger, de marcher doucement, de m'adapter, d'être toléré. Et j'ai accepté cette idée parce que je pensais qu'elle était nécessaire. Mais aujourd'hui, je sais que c'est faux. Elle regarda le fond de la salle. Émile Duvalier y était, assis au deuxième rang, seul. Il la fixait avec l'attention calme qu'il réservait au moment qui comptait. Elle soutint son regard. « Ma place n'est pas là où les autres me permettent d'être. Ma place est là où je décide de rester. Parce que j'y contribue, parce que j'y construis, parce que j'y fais une différence. » Un silence s'installa, profond, sincère. Puis les applaudissements éclatèrent. Pas bruyants ni forcés, juste. Elle retourna à sa place, comme si de rien n'était. Mais tout le monde avait compris. Cette phrase-là était sa réponse. Plus tard, à la fin de la réunion, alors que les participants se dispersaient, Clara sortit par la cour centrale du bâtiment. Émile attendait là, appuyé contre la rambarde, les bras croisés, comme il l'avait fait lors de leur tout premier échange à propos du gala. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. « Alors, tu l'as eu, ta réponse » dit-elle, sans agressivité. « Oui » répondit-il simplement. Ils restèrent un instant silencieux. Il ne posa pas de questions. Elle ne lui donna pas de discours. Mais dans la manière dont elle restait là, face à lui, droite et tranquille, tout était dit. Elle n'était plus une promesse à protéger. Elle était une réalité assumée. Ils quittèrent la cour ensemble, sans se presser. Elle marchait à côté de lui, non plus en invité surprise, mais en égal. Elle n'appartenait pas à un monde qui lui avait été donné. Elle avait bâti un espace dans ce monde-là, sans renier le sien, sans s'inventer une nouvelle histoire. Dans les mois qui suivirent, son travail continua de grandir. Elle participa à des rencontres internationales sur l'intégration sociale dans l'emploi. Elle fut sollicitée pour contribuer à des groupes de réflexion en politique publique. Mais elle refusa toujours les rôles purement symboliques. Elle ne voulait pas être l'exception que l'on brandit pour justifier l'immobilisme du reste. Elle resta impliquée dans le concret. Elle continua d'accompagner personnellement chaque nouvelle promotion du programme. Elle se rendait encore dans les centres sociaux, dans les écoles de quartiers oubliés, dans les centres de formation. Elle y parlait sans discours préparé, sans fioriture. Elle disait simplement « Vous n'avez pas besoin qu'on vous autorise. Vous avez besoin d'y croire assez pour aller jusqu'au bout. » Son histoire finit par être étudiée dans certaines écoles de management, non comme un exemple de réussite spectaculaire, mais comme une démonstration de ce que peut produire la cohérence entre parcours et vision. Son nom, lentement, était devenu associé à une nouvelle manière d'envisager le leadership, pas comme une posture, mais comme une responsabilité partagée. Et un jour, alors qu'elle intervenait dans une table ronde à l'université, un étudiant lui posa une question. « Quand avez-vous su que vous aviez trouvé votre place ?» Elle réfléchit, pencha légèrement la tête, puis répondit sans hésiter « Le jour où j'ai arrêté de demander la permission. » Ce jour-là, la salle se leva spontanément, comme cela était déjà arrivé d'autres fois. Mais cette fois, ce n'était pas pour applaudir une surprise. C'était pour reconnaître une évidence. Clara Moreau n'était plus la fille du gala. Elle n'était plus celle qui avait défié les codes. Elle était celle qui avait montré avec une constance rare que l'on n'a pas besoin de se transformer pour être accepté. On a seulement besoin de ne pas se faire effacer. Et cette fois, personne n'essayait plus de la faire disparaître.